Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance de notre séminaire sur les soutenabilités. Le titre de notre séance, c'est La pandémie de Covid-19, quelle utilité des modèles pour la gestion de crise et pour la prévention des risques? Et c'est rien de dire qu'on est au cœur de l'actualité avec trois intervenants qui vont nous aider à mieux comprendre comment ce cas fonctionne et que je remercie déjà de s'être joint à nous pour cette réunion. Un petit moment de rappel. Nous avons, en février, après la question qui nous avait occupé une bonne partie de la fin de l'année dernière, lancé un séminaire sur les soutenabilités. Et nous avions une idée assez précise de ce que nous voulions faire. Nous voulions être capables d'aider à penser en même temps des impératifs différents de politique publique, difficilement commensurables entre eux. Comment est-ce qu'en même temps, on conduit une politique qui s'occupe du changement climatique, qui s'occupe de la justice dans la société, qui prend en compte les nouveaux mécanismes de fonctionnement qu'on attend de la démocratie. Et nous voulions réfléchir à ce qui permettait dans tous ces domaines d'arriver à des solutions soutenables, tenant compte les unes des autres. Nous n'avions pas une seconde en tête l'idée que nous pourrions être dans un scénario comme celui que nous avons vécu. Notre première séance était en février et notre deuxième séance était une semaine avant l'annonce du confinement. Donc, on était vraiment dans une situation où on n'imaginait pas ce qui allait nous arriver. Nous souhaitons aujourd'hui réfléchir avec vous et vous entendre sur la question du modèle et de la manière dont les modèles peuvent être pris en compte dans des situations extrêmes comme celles que nous vivons, mais aussi dans d'autres situations. Et c'est pour ça que notre séminaire d'aujourd'hui est structuré en deux temps. Un temps qui est plutôt tourné vers la conduite immédiate de l'action politique, publique, comme nous la constatons au jour le jour depuis quelques mois. Et puis un second temps qui sera plus tourné vers l'anticipation, vers la manière dont nous pouvons faire usage de la modélisation pour mieux anticiper, mieux préparer nos sociétés, nos économies à ce qui peut être mis en place pour faire face à d'autres crises dans le futur. La crise qui nous réunit aujourd'hui est totalement singulière. Je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est très évident, mais elle nous conduit à avoir autour de la table un assemblage que nous n'aurions pas forcément imaginé il y a encore quelques mois. Et je veux vraiment remercier chacun des trois intervenants qui sont là. Un mot évidemment sur l'épidémiologiste. C'était donc je souhaite la bienvenue à Samuel Élison, qui est à Montpellier et qui il est dans un laboratoire qui s'appelle l'IVGEC, qui est aujourd'hui très directement impliqué dans une équipe sur l'évolution théorique et expérimentale appliquée dans la modélisation du Covid-19. Il y a 6 mois, personne en France n'allait au café parler d'épidémiologie. Maintenant, on commence à aller au café et on y parle beaucoup d'épidémiologie. On va bientôt avoir une situation où il y aura autant d'épidémiologistes aux zinc des cafés que de sélectionneurs de l'équipe de France, beaucoup de Français qui s'intéressent à ce sujet. Et en même temps que cette science, ils ont découvert ces défis, ces difficultés, l'immense complexité que peut comporter la modélisation d'une épidémie en cours de route, l'inattendu aussi, et à chaque étape, des éléments qui ont dû être pris en compte pour à la fois aider à anticiper, aider à gérer la crise, et puis mieux la comprendre, mieux la connaître. Et je crois que en même temps que l'importance de la discipline, nos concitoyens ont appris son extraordinaire difficulté et les défis qu'elle a à résoudre quand on fait face à un phénomène de ce type qui n'a pas de précédent exact. Parmi les choses qui sont devenues des choses très classiques dans le débat public depuis le début de cette crise, il y a l'idée que beaucoup de choses vont dépendre de la manière dont se comportent nos concitoyens, dont se comportent les Européens, dont plus généralement se comporte la très grande partie de l'humanité qui a été mise en confinement. Et nous comprenons qu'il y a
une dimension anthropologique dans la manière de faire face à une épidémie de ce type, et qu'il y a aussi une dimension épidémiologique de cette anthropologie. C'est-à-dire qu'il est probable que d'une société à l'autre, en fonction des manières de réagir aux instructions qui sont données, en fonction de se comporter dans la vie de tous les jours, l'épidémie ne se développe pas tout à fait exactement de la même manière, et que les mesures qui sont prises pour y faire face ne donnent pas forcément tout à fait les mêmes résultats. Ce sont des sujets qui sont extraordinairement familiers à Frédéric Lec, puisque les hasards, mais il n'y a pas de hasard dans une chose de ce type de la vie, donc non seulement il est anthropologue, mais il a étudié les questions concernant les virus et il les a étudiées sur des terrains asiatiques qui sont voisins de ceux dont sont parties les premières nouvelles concernant l'épidémie. Et il est donc vraiment capable de manière exceptionnelle à la fois de nous parler de cette dimension-là et puis de nous aider à comprendre les enjeux anthropologiques qui sont aujourd'hui ceux de l'épidémie, de la pandémie. Et puis, nous accueillons aussi Xavier Timbaud, qui est économiste. Et pour Xavier Timbaud, je crois que l'objet que crée cette pandémie n'est pas quelque chose de familier, c'est même quelque chose dont on peut dire que c'est totalement sans précédent, pas simplement parce que la crise est d'une ampleur extraordinaire et que la réaction des pouvoirs publics est elle aussi d'une ampleur extraordinaire, mais parce que c'est la première fois qu'une crise économique est d'une certaine manière décidée dans le contexte d'une politique publique ou pour éviter qu'une épidémie se répande à un point tel qu'elle sature les capacités des systèmes de santé. Les gouvernements, une grande partie de l'humanité, ont eu recours à la décision d'adopter des règles de confinement qui ont mis à l'arrêt complètement ou partiellement des pans entiers de l'économie. Nous allons, dans les mois qui viennent, faire face à quelque chose que nous n'avons jamais connu, qui est comment est-ce qu'on sort d'une crise économique qui a été décidée, qui n'est pas donc l'expression de dysfonctionnement par elle-même, qui, bien sûr, va mettre sur le devant de la scène toute une série de difficultés structurelles de nos économies. Et c'est là, je pense aussi, un défi assez nouveau pour les modélisateurs économistes. Merci à tous les trois d'être là. Et en avant, donc, je vais passer la parole à Julien qui va introduire le débat plus directement. Julien. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous. Merci aux intervenants d'être présents parmi nous. Donc, comme ça a été spécifié, la séance va se passer en deux temps, en deux axes. Tout d'abord, la capacité des modèles à nous éclairer pendant une crise. Cette thématique prendra le relais sur le second. Avant même de poser les questions, juste un rappel pour le chat. Vous pouvez poser vos questions en direct. Si vous avez des problèmes quelconques techniques, il y a des personnes de la plateforme de Kio qui peut s'en charger. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Il y aura des réponses. Et nous aurons un temps avec les intervenants pour échanger plus sur le fond. Quelque chose comme technique et côté fond et débat de jeu. Bien. Julien, juste peut-être une chose. L'exercice d'aujourd'hui est entouré de beaucoup d'autres choses et je voulais juste vous signaler que non seulement il sera accessible a posteriori, mais qu'il sera accompagné de toute une série d'interventions de chercheurs qui ont accepté de prêter leur concours à nos réflexions, qui ne pouvaient pas intervenir aujourd'hui. Mais je voulais les citer parce que vous trouverez sur notre site les éléments de leurs interventions. Il s'agit de Franck Varenne, de Frédéric Aïtouati, de Jean-Philippe Bouchot, de Franck Lecoq et de Domenico Rossetti. Pardon. Parfait. Non, merci. Effectivement, ce sera ce programme Soutenabilité accompagné de pas mal de choses, dont une thématique de conclura, dont on avait parlé, c'est bien de le rappeler. Ça nous tient à cœur. Bien. Alors, on va commencer donc par la capacité des modèles à nous éclairer pendant une crise. Et alors, on a constaté que depuis le début de la pandémie, on a beaucoup entendu parler de courbes de contamination, de type d'épidémie, de R0, etc., etc. Les pouvoirs publics comme médias nous ont expliqué en quoi les mesures prises et mises en place permettraient de lisser cette courbe, de réduire le nombre de décès et de limiter l'engorgement des hôpitaux.
Et derrière cela, en fait, derrière la parole médiatique, il y a de nombreux modèles qui ont été utilisés. Il y a d'ailleurs un gap entre la science utilisée pour modéliser et comprendre en fait la pandémie, et de l'autre, la vulgarisation qui en a été faite dans les médias. Donc, de nombreux modèles ont été mobilisés pour comprendre et anticiper l'évolution de cette épidémie. Monsieur Elzon, pouvez-vous nous éclairer sur la modélisation de l'épidémiologie? En quoi les modèles épidémiologiques peuvent-ils aider à anticiper et à comprendre la propagation d'un tel virus? En quoi ils constituent des outils d'aide à la décision sur les mesures à prendre pour combattre la propagation du virus? En particulier, le virus Covid-19 semble être un virus dont on ne connaissait que très peu de choses avant que la propagation de l'épidémie. En quoi ces modèles peuvent-ils être pertinents pour anticiper la propagation? Quelles sont leurs limites? Est-ce qu'on connaît leurs caractéristiques? Est-ce que ces modèles épidémiologiques permettent d'anticiper les impacts de différentes mesures sur la propagation du virus? La parole est à vous. Oui, bonjour. Du coup, je vais peut-être commencer par me présenter ou dire d'où je parle, parce que c'est vrai que c'est pas évident de cerner un peu tous les types d'approches qui concernent l'épidémiologie. Nous, c'est vrai qu'on travaille plus d'habitude sur l'évolution des maladies infectieuses. Et juste pour préciser, on s'est mis à travailler sur l'épidémie de coronavirus au début du confinement, mais on n'était vraiment pas du tout mandaté pour faire ça. C'est juste qu'en tant que scientifique, on a une certaine liberté de recherche. Donc sur les modèles, c'est vrai que ça a été redit en introduction, tout le monde est un peu devenu modélisateur maintenant. Et il y a une raison à cela, je pense, parce que à partir du moment où on essaye de comprendre un phénomène, de se projeter un peu sur le futur, il y a toujours un modèle derrière. Ce sera généralement un modèle verbal. Et un des buts justement des scientifiques, c'est d'essayer de formaliser ces modèles afin d'avoir une base de comparaison et de discussion. Donc les modèles en épidémiologie, ils aident à faire trois grands types de choses. La première, c'est comprendre les mécanismes sous-jacents, aider à cerner les ordres de grandeur, des choses que notre cerveau a un peu du mal à faire quand c'est des petits ou des grands ordres de grandeur. Les modèles peuvent permettre de décrire, de mesurer, de quantifier. Et enfin, évidemment, les modèles permettent de prévoir, c'est le troisième axe qui est le plus médiatisé. Donc ces modèles vont évidemment être dépendants de la qualité des informations et des données, et on pourra y revenir, mais dans le cadre de l'épidémie de Covid, effectivement, le nombre d'inconnus a généré des grandes incertitudes sur les modèles. Sans entrer dans les détails, en fait, les modèles, vous allez avoir un peu trois types de niveaux, de tempo dans le développement des modèles dans une épidémie comme ça. Au début, le nombre de cas est très limité, donc le hasard joue un grand rôle. Donc là, on va utiliser des modèles typiquement qu'on appelle stochastiques. Donc vous allez raisonner en termes de probabilité. Ça a été utilisé au début de l'épidémie à Wuhan, par exemple, pour essayer de savoir quelle proportion des contacts il faudrait suivre pour empêcher la propagation de l'épidémie. Ça a aussi été utilisé pour tenter de prévoir dans quelle ville l'épidémie pouvait se déclarer plus rapidement au niveau international. Donc voilà, au début, c'est des modèles qui ont une grosse composante de hasard. Et au fur et à mesure, quand ce qu'on a appelé, nous, un seuil d'explosion épidémique est dépassé, en fait, la loi des grands nombres commence à s'appliquer, et là, on va pouvoir utiliser des modèles qu'on qualifie de déterministes, par opposition au stochastique, et qui, eux, permettent de faire des prévisions à court terme. Alors ces modèles, au début, ils vont être très empiriques quand on sait relativement peu de choses sur l'épidémie. Donc ça va uniquement essayer de calculer des R0. Donc le R0, c'est le nombre de personnes qu'une personne va infecter au cours de son infection. Et au fur et à mesure que les connaissances s'accumulent sur l'épidémie, on va pouvoir augmenter le réalisme biologique. Par exemple, on va essayer rajouter des informations sur quelle est la proportion des infections qui sont asymptomatiques, quelle est la proportion de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui décèdent suite à l'infection. Donc voilà, vous avez un peu un gradient comme ça, depuis les modèles stochastiques jusqu'aux modèles plus mécanistiques. Et ça a été utilisé en France notamment pour essayer de prévoir d'une semaine sur l'autre les besoins en termes de lits de réanimation, par exemple. Cela étant, après je dis aurait parce que j'ai pas vraiment de détails sur quelle a été la part des modèles dans la prise de décision. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Enfin, moi, je parle d'un point de vue assez extérieur. Juste pour faire un point, les inconnues, je le disais, sont vraiment nombreuses. Pour en prendre deux, par exemple, au niveau international, pour estimer cette proportion de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui décèdent suite à l'infection,
c'est extrêmement compliqué parce que les personnes qu'on voit dans les services de réanimation, d'hospitalisation, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Et pour savoir ce qu'il en est des personnes qui font des infections peu symptomatiques, c'est relativement compliqué. Un autre exemple qui a fait un peu la une des journaux ces dernières semaines, c'est les événements de superpropagation, c'est-à-dire des cas où une personne va infecter une dizaine de personnes. Ces événements ont un rôle extrêmement important au début d'épidémie. On sait qu'il y en a eu dans le cadre de l'épidémie de Covid, mais est-ce qu'ils ont un rôle dans la propagation de l'épidémie ou est-ce qu'ils sont marginaux? Ça, c'est des questions qui restent vraiment ouvertes. Donc, voilà, juste pour aller encore plus loin, après, une des composantes qui pour le moment est beaucoup négligée, c'est la dimension spatiale. Il y a une raison à cela qui est qu'en début d'épidémie, cette composante spatiale joue relativement peu, mais c'est sûr que si l'épidémie prend de l'ampleur, la dimension spatiale devient vraiment importante. Mais là, ça nécessite des modèles plus fins qui sont encore en train d'être développés. Donc, en règle générale, finalement, vous avez un peu un compromis entre le niveau de détail que vous allez mettre dans votre modèle et la portée des résultats, tant au niveau temporel qu'au niveau géographique. Autrement dit, si vous avez énormément de détails, votre modèle sera valable uniquement sur une zone relativement restreinte, sur un intervalle de temps assez court. En revanche, si vous avez fait des hypothèses moins précises, vous allez pouvoir avoir quelque chose de plus généraliste. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à toutes les questions, mais on pourra y revenir dans la discussion. Exactement, merci beaucoup. Non, ça peut être je vais passer la parole à Xavier Timbaud. On voit que cette pandémie a un impact majeur sur l'économie, évidemment. Et à mesure du durcissement des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics jusqu'au confinement, on observe un arrêt de l'économie. On a pu observer un arrêt de l'économie et une reprise progressive. Mais dans quelle mesure, en fait, les modèles économiques sont-ils adaptés à prévoir ce genre de choc? Comment ils peuvent projeter les conséquences de telles crises? Est-ce que ces modèles sont capables de nous dire, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de nous dire? En quoi peuvent-ils être utiles pour la gestion de cette crise ou comment sont-ils utilisés par les pouvoirs publics dans la prise de décision? La parole est à vous. Merci, oui, ce sont des questions assez intéressantes. À révéler en fait des questions nouvelles et inhabituelles. Comme Gilles l'a rappelé, en fait, on a décidé assez rapidement et assez brutalement de mettre à l'arrêt une grande partie de l'économie pour des raisons non économiques, qui étaient des raisons de distanciation sociale et donc des raisons sanitaires. Et l'action qui s'est posée à partir de là, c'est pas tellement d'analyser une crise économique dans ses sources, dans la façon dont elle se développe et dont elle se diffuse, ou dans les instruments qu'on pourrait avoir pour essayer d'en inverser le cours, mais plutôt en fait d'arriver à représenter, à quantifier, à identifier les canaux par lesquels cet arrêt brutal de l'économie allait avoir des conséquences. Et avec un objectif très pragmatique derrière, qui était d'anticiper ces conséquences et de mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour répondre à un certain nombre d'objectifs. En gros, pour les simplifier, l'objectif était de minimiser l'impact sur les agents économiques, les ménages, les entreprises, de cet arrêt brutal de l'économie, de façon à ce que, quand on allait cesser d'arrêter, donc avec l'idée qu'il y a un moment où on arrête les mesures prophylactiques brutales, il va y être question que on reprenne le cours normal. Et alors j'ai essayé de changer quelque chose sur le son. Qu'on reprenne le cours normal de l'économie et je sais pas si le son est meilleur. Qu'on reprenne le cours normal de l'économie et moins il y aurait de dégâts sur les agents économiques, plus le cours normal serait repris de façon rapide. Donc en fait, une autre question implicite dans cette préoccupation, c'est de savoir est-ce que on va pouvoir faire en sorte d'avoir une reprise la plus dynamique possible de l'économie et la plus spontanée possible de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maximiser ça? Alors, par rapport à ça, je dirais que les modèles qu'on utilise habituellement sont pas faits pour ces questions, parce que c'est un problème qu'on n'a jamais observé dans cette ampleur. Ce ne sont pas des horizons de temps, par exemple, sur lesquels on est habitué à raisonner.
Là, on est sur des horizons de temps qui étaient en semaines. Généralement, en fait, l'horizon de temps, le pas de temps de l'économie, de la macroéconomie en tout cas, il est plus trimestre ou de l'année. Or là, on se situait dans des dimensions qui étaient vraiment inférieures en pas de temps à ces dimensions habituelles, dans des ampleurs qui ne sont pas du tout les mêmes, et puis avec des mécanismes en fait économiques qui ne sont pas de nature habituelle. C'est-à-dire, généralement, on s'intéresse aux décisions des agents économiques soumis à un certain nombre de contraintes. Et donc, par exemple, la décision d'une entreprise de licencier ou pas ses salariés en fonction du coût du travail, de la demande qu'elle reçoit, etc. Là, on est dans une situation très particulière, c'est que c'est pas une décision du salarié d'arrêter de travailler, c'est pas une décision de l'entreprise d'arrêter de travailler, c'est une décision externe pour une raison supérieure, et cette décision, elle induit un certain nombre de conséquences. Donc, on ne peut pas utiliser les modèles, mais en même temps, on va utiliser complètement les cadres habituels de nos modèles pour essayer à la fois de retracer les conséquences de cette crise et pour arriver à proposer des politiques publiques ou à identifier des politiques publiques. Donc, c'est exactement ce qui a été fait. Par exemple, juste pour vous donner un exemple très concret, on arrête l'activité dans un certain nombre de secteurs et on met en place le chômage partiel. On met en place le chômage partiel pour éviter que ça ait un impact sur le revenu des ménages et permettre et sur l'emploi des personnes, et donc permettre aux entreprises et aux ménages de passer cette période d'inactivité avec simplement une socialisation du coût associé à ça. Donc ça procède d'une représentation implicite de ce qu'il faut faire, préserver les agents économiques et d'un instrument qu'on va utiliser. Et ensuite, en fait, la question, elle n'est pas tellement de discuter, est-ce que ça c'est ce qu'il faut faire ou pas, mais d'essayer d'anticiper quels sont les ordres de grandeur qui sont associés à ces dispositifs. Quand ça va coûter, qu'est-ce que ça représente, pour s'y préparer en termes, par exemple, simplement de gestion et d'annonce de son déficit public, parce que c'est un élément à la fois essentiel dans une démocratie et aussi par rapport à la gestion de la dette publique. Et puis, pour aussi bien se rassurer, disons, sur le fait que c'est le bon choix. C'est-à-dire que par rapport à un autre scénario, évidemment, ça serait c'est une meilleure approche. Alors, ça, c'est ce qu'on est capable de faire. C'est assez modeste, en fait. Mais ça a une importance assez grande. Habituellement, les économistes ont plutôt, disait Keynes, la place du conducteur en économie. Là, il y avait plutôt celle du passager qui disait, attention, un virage, il faut tourner. Et le virage est serré, donc il ne faut pas aller trop vite. Voilà, c'est plutôt une place de passager qui conseille plutôt que celui qui conduit. Ceux qui conduisaient, c'était les épidémiologues ou ceux qui déployaient des arguments de santé, donc plutôt du côté des médecins. Il y a une question qui va se poser dans le futur, à laquelle on n'est pas capable de répondre. C'est pas d'ailleurs qu'une question que les économistes peuvent répondre. C'est une question qui va être posée dans ceux qui s'intéressent à l'organisation du travail, ceux qui s'intéressent à l'anthropologie, comme Frédéric, qui est en fait quelle serait la méthode qui permettrait de maximiser la distanciation sociale, de réduire la capacité de l'épidémie à se propager, et qui en même temps mise l'impact économique, donc permettrait de maintenir au maximum une économie fonctionnelle de production et de consommation. Et donc ça suppose une connaissance extrêmement de la nature de l'épidémie, c'est-à-dire de transmission et du lien entre ces modes de transmission et nos comportements sociaux, qu'ils soient dans nos loisirs, à l'intérieur de notre famille ou dans nos relations de travail. Alors ça, on n'est pas du tout capable de le faire. On n'a pas du tout été capable de répondre à cette question en temps réel. Donc la solution qui a été choisie, de fait, était une solution extrêmement brutale pour être sûr que ça allait avoir un impact et que ça allait avoir un impact sur la propagation de l'épidémie, quel que soit le coût, ou presque quel qu'en soit le coût économique. Mais dans le futur, ça sera probablement une question à laquelle il faudra répondre. Et c'est une question pour le moment que personne ne s'était jamais posée, parce que on n'avait jamais imaginé qu'il puisse y avoir, enfin jusqu'à maintenant, les épidémies étaient traitées sans prendre en compte les questions économiques, et on n'avait jamais envisagé d'arrêter une économie, limiter l'impact d'une épidémie. Il s'avère qu'aujourd'hui, la hiérarchie des valeurs a changé et que, en fait,
on préfère faire passer l'économie au second plan par rapport à la santé, mais ça va ouvrir la question de était la réponse économique optimale pour atteindre cet objectif sanitaire. Est-ce qu'il était nécessaire de tout fermer ou pas? Certains pays ne l'ont pas fait, donc il va aussi y avoir beaucoup d'enseignements des différences de réponses des différents pays. Mais en même temps, tout ça est quand même conditionnel et conditionné par la nature de l'épidémie et la nature des interactions sociales qui sont mises en cause. J'imagine que c'est pas la même chose quand c'est une épidémie qui se transmet par voie aérienne ou par le contact. Et les mesures prophylactiques optimales ne sont évidemment pas les mêmes dans un cas ou dans un autre. De savoir si les enfants sont des vecteurs ou pas, c'est par exemple un paramètre important pour savoir est-ce qu'il faut fermer ou pas les écoles. Sachant que quand on ferme les écoles, ça a des conséquences très importantes en matière de garde d'enfants. Donc voilà, tout s'enchaîne, parfois sur des éléments assez triviaux, parfois dans des choses qui sont immensément complexes. Et c'est des questions qui peuvent être intéressantes dans le futur si on imagine que cette pandémie n'est pas un événement isolé, mais que ça pourrait être amené à se reproduire, ce qu'on ne souhaite pas, mais qui peut être un événement auquel il faut vouloir se préparer dans le futur. Merci David Arnaud, et merci pour le lien aussi directement vers Frédéric Keck et sur les interactions sociales et les cours de distanciation sociale qui ont montré en fait combien les interactions sociales jouent un rôle primordial en fait dans la propagation de l'épidémie. Donc comment la sociologie, l'anthropologie permettent d'éclairer le décideur dans la gestion de crise? Quels sont les autres outils que vous développez pour étudier la propagation des épidémies? Comment les sciences sociales contribuent-elles à la prise de décision pour endiguer les pandémies et comprendre ce qui a pu provoquer ces dernières, en particulier l'anthropologie sociale? Frédéric Keck, la parole est à vous. Merci de votre invitation. Bonjour à tous. Effectivement, donc je suis formé à l'anthropologie sociale en France et puis aussi à l'anthropologie des sciences, qui est un courant plus récent qui s'est développé notamment aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Donc je travaille avec des virologues, des épidémiologistes pour comprendre les mécanismes de transmission des pathogènes des animaux aux humains. Mais avant de vous parler de mes recherches de terrain donc en Asie, je voulais faire un petit détour historique pour justement préciser la contribution de l'anthropologie sociale à notre débat sur les modèles, parce que je pourrais dire d'emblée que je ne fais pas de modèle, je fais des études qualitatives, je parle avec les gens et donc je suis très méfiant à l'égard de la prétention des modèles à prédire la réalité, enfin à prédire l'avenir et à conseiller les gens qui nous gouvernent. Mais je ne vais pas jouer ce rôle au cours de notre débat, même si effectivement souvent les anthropologues jouent ce rôle, tout simplement parce que dans la discussion qui a préparé cette rencontre, je me suis rendu compte que en fait pendant longtemps les anthropologues ont construit des modèles et qu'ils ne le font plus. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on écoute davantage les épidémiologistes et les économistes que les anthropologues, ce qui est dommage, même si je suis très content de l'opportunité que vous me donnez de présenter le point de vue de ma discipline aujourd'hui. Alors, la raison pour laquelle les anthropologues ne font plus de modèles, on peut dire c'est parce que la société est devenue trop complexe, que les anthropologues essayent de restituer cette complexité par des récits qualitatifs, des enquêtes de terrain. Mais en fait, pendant longtemps, les anthropologues ont prétendu faire des modèles. Et dans les années 60, par exemple, Claude Lévi-Strauss, qui est un des fondateurs de l'anthropologie sociale en France, avait lancé toute une discussion sur la notion de modèle, puisque il faisait des modèles de la parenté. Hein, et par exemple, Alain Badiou, qui est un philosophe marxiste, qui était à l'époque très proche de Jean-Paul Sartre, donc lui aussi philosophe marxiste, avait fait un livre qui s'intitulait Qu'est-ce qu'un modèle? Et des théories de Lévi-Strauss sur la parenté, pas du tout des théories d'épidémiologie ou d'économie. Parce que dans les années 60, l'anthropologie avait encore cette prétention à modéliser la société et elle avait pour cela le concept de société primitive. Ça a été longtemps notre contribution à la connaissance des sociétés, c'était l'idée qu'il y avait des sociétés très simples dont l'observation permettait
de dégager quelques lois de régularité des phénomènes qui, par complexification, pouvaient s'appliquer aux sociétés modernes ou complexes. Alors, cette notion, cette idée, elle a aussi une histoire plus longue que je voudrais quand même aussi partager avec vous, parce qu'il faut que ce soit un arrière-plan de notre discussion. C'est l'idée d'Auguste Comte, donc le fondateur du positivisme, qui a été quand même la doctrine idéologique sur laquelle s'est construite la Troisième République, l'école républicaine. L'idée selon laquelle les lois de régularité des phénomènes permettent de prévoir l'avenir, c'est la fameuse doctrine, la formule science d'où prévoyance, prévoyance d'où action. Et Auguste Comte était très méfiant à l'égard à la fois des virologues, des microbiologistes, des économistes. Lui, il pensait que c'était les sociologues et les anthropologues qui pouvaient faire cela. C'était notamment la loi des 3 états selon laquelle toutes les sociétés passent nécessairement de l'état primitif à l'état positif. Ce qui est très important, c'est que pour Auguste Comte, ce modèle de la loi des 3 états répondait précisément à la crise qu'a été la Révolution française. Les sciences sociales viennent du besoin de réorganiser la société après cette grande crise qu'a été la Révolution française. Alors, je voudrais donner un troisième nom pour ce petit détour historique, c'est celui de Lucien Lévy-Bruhl, sur lequel j'ai fait ma thèse en philosophie, parce que c'était un philosophe qui est passé à l'anthropologie, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie d'Auguste Comte, et dont un descendant est épidémiologiste, Daniel Lévy-Bruhl, qui est donc en charge de la section des maladies respiratoires à Santé publique France, qu'on a beaucoup vu sur les plateaux de télévision et dans les journaux ces derniers temps, parce que ça a été un des épidémiologistes en charge de la prévention sur la pandémie. Et il se trouve que Lucien Lévy-Bruhl faisait lui aussi dans les années 1910 des modèles, mais c'était un modèle qui opposait la mentalité primitive à la mentalité civilisée. Alors voilà, je fais tous ces détours pour vous dire que l'anthropologie, avec ses méthodes qualitatives qui essayent de retrouver justement la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens éprouvent les distances sociales, est à mon avis compatible avec ces modèles qui se sont développés notamment avec l'émergence des statistiques, des big data. Il se trouve que le petit-fils de Lucien Lévy-Bruhl était un des fondateurs de l'Institut statistique. Je viens de terminer un livre qui raconte cette histoire. Et donc, pour que la discussion soit possible, à mon avis, entre épidémiologistes, économistes et anthropologues, il faut aussi partir de cette situation où l'anthropologue a en charge ce qualitatif, mais le qualitatif ne se réduit pas au modèle. Par contre, l'idée effectivement que les modèles résolvent des crises, Lévi-Strauss pensait après la Seconde Guerre mondiale, qui a été aussi donc une crise donnant lieu à la nécessité d'une reconstruction. Je crois qu'on est vraiment dans une situation tout à fait similaire aujourd'hui. Et voilà, je serais intéressé de voir quelle peut être ma contribution pour ce rapport entre le qualitatif et le quantitatif dans la construction des modèles. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va passer à une première série de questions du public. Et je reprendrai la parole pour une question qui finisse une première séquence. Au niveau peut-être pour Samuel, une question est venue sur la notion de température ou de marée. J'ai l'impression que le virus est sensible à la chaleur. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de corrélation de propagation du virus que de météo ou de température. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, donc je réponds au fur et à mesure. On trouve des corrélations partout en fait avec ce virus. Le problème, c'est que ce qu'on cherche, c'est la causalité. Et du coup, c'est assez compliqué parce que en fait, les corrélations avec la température qu'on connaît, c'est par l'étude des années successives des vagues épidémiques des virus. Et là, on a quelque chose d'entièrement nouveau. Ce qui semble sortir des études, c'est que la densité de population est un facteur beaucoup plus important sur la propagation. L'hygrométrie semble jouer un petit peu et la température encore moins. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là, c'est vraiment les densités de population. Et en tout cas, ce que suggèrent les études, c'est que l'été, en gros, va pas à lui seul nous sauver comme ça le fait pour la grippe, en fait, où là, la grippe ou les autres rhinovirus, eux, sont beaucoup plus dépendants des saisons. Là, pour le moment,
Bon, c'est compliqué encore une fois d'analyser ces corrélations, mais au niveau international, ce qui semble sortir, c'est que les densités de population sont bien plus importantes pour expliquer la propagation. Chez Xavier Timbaud, assez proches l'une de l'autre, Elisabeth, est-ce la brutalité de l'arrêt économique qui est en cause ou plutôt le modèle de l'économie mondiale qui est en jeu? Et une autre assez proche de Jean-François qui pose la question, la crise n'a-t-elle pas révélé la faiblesse des modèles actuels? Alors, c'est deux questions qui sont assez passionnantes. Et puis, il y a aussi la question du signe noir. Alors, il y a deux. En fait, je pense que fondamentalement, il y a deux niveaux d'analyse. Un premier niveau d'analyse qui est, une fois que la crise s'est déclenchée, une fois que la crise sanitaire est là, il y a un certain nombre de réponses prophylactiques pour essayer d'interrompre la crise sanitaire. Et puis, ces réponses, on a recouru à celles assez extrême de l'arrêt de l'économie. Voilà. Alors ça, c'est en soi une question, parce que arrêter une économie, ça a des conséquences, ça suppose de passer par des instruments, par différents moyens. Ces instruments, ils sont assez variés, mais ils impliquent des ordres de grandeur qui sont très importants. En soi, l'arrêt de l'économie, c'est un peu comme quand vous avez quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, il faut déclencher l'arrêt cardiaque, organiser une circulation et une respiration artificielle, et ensuite il faut faire repartir tout ça. Donc ça pose en soi des problèmes qui sont des problèmes assez compliqués, et qui ont des enjeux qui nécessitent de la modélisation, qui nécessitent de la quantification, parce que on parle rapidement de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards dans ces opérations. Donc ça, il y a un côté économique d'urgence de ce point de vue. Et après, il y a une réflexion à porter sur le contexte général dans lequel ces crises se produisent. Samuel nous dit c'est lié à la densité. On a un modèle économique fondamentalement qui repose sur deux choses qui sont l'augmentation de la densité et au-delà de l'augmentation de la densité des populations, l'urbanisation, la réunion des gens dans les mêmes endroits, la réunion des gens dans les systèmes de transport, une dimension qui est au-delà de la densité, qui est de favoriser les déplacements, en particulier les déplacements, soit pour des raisons professionnelles, mais aussi et surtout pour des raisons de loisirs, le tourisme en particulier. On sait, même si ce sont que des corrélations et que on n'est pas sûr que ce soit les causalités, mais on sait qu'il y a un lien entre les endroits où ce sont des crises sanitaires géographiquement et généralement leurs interconnexions avec le reste du monde et en tout cas avec des foyers déjà identifiés de fait. Donc là, ce que ça nous suggère, c'est est-ce que si on voulait la prévention de ces crises sanitaires, il ne faudrait pas mettre en cause ces présupposés de densité, mobilité, parce que ces présupposés de mobilité et de densité, on les a plutôt favorisés parce que ça correspond à une préférence des individus, voyager et aller loin. Après, on peut, comme Lévi-Strauss, dire que tout voyage est un échec, mais en tout cas, c'est une idée qui s'est profondément ancrée dans l'esprit des gens. Et puis, on peut aussi mettre en cause la question de la densité. Peut-être que des économies moins denses seraient des économies plus résilientes à des crises sanitaires qui demandraient des mesures prophylactiques beaucoup plus simples à mettre en œuvre, qui coûteraient beaucoup moins cher, dans lesquelles il y aurait moins d'épidémies, parce que, bon, là, on parle d'une épidémie très particulière sur laquelle on a mis beaucoup d'enjeux, mais en fait, des épidémies, il y en a tout le temps, et ces épidémies ont un coût en termes de vie humaine, un coût en termes de système de santé. Donc, voilà, c'est qui peut-être la question à poser, c'est la question de savoir la mobilité, la densité ont des avantages, et jusqu'à maintenant on a considéré que ça n'avait que des avantages, et que c'était le sens du progrès en quelque sorte. Donc peut-être qu'il faut revenir sur ces questions et se dire peut-être que la mobilité ne sont pas ces éléments de progrès. Alors je dis bien mobilité, je parle surtout de la mobilité des personnes. Beaucoup de gens voient dans la mobilité des facteurs et des biens quelque chose en soi de négatif, mais s'il y a une leçon à tirer, c'est que sur la mobilité des personnes, c'est pas la mobilité des biens. Test, c'est pas une histoire des maladies. Les maladies, elles sont apportées par des agents biologiques. Ces agents biologiques, au premier chef, c'est des êtres humains. Et quand c'est pas des êtres humains, c'est des êtres humains et leurs parasites
et tout ce qui les accompagne. Donc c'est bien cette question de la mobilité des êtres humains qui peut être. Voilà. Alors ça, c'est une réflexion qui est ouverte. Je pense qu'il faut dans cette crise, chacun a envie de placer sa vision du monde et de dire c'était la démonstration que j'avais raison. Je pense qu'il n'y a pas plus faux que ça. Il faut être tous modestes devant cette crise. Mais il y a forcément des conclusions et des conséquences à tirer de cette crise sur la façon dont on construit les sociétés et sans rentrer dans des débats qui se veulent séculaires sur général, on peut réfléchir à ces questions. Peut-être en lien aussi avec la notion de densité, une question de plusieurs internautes d'ailleurs se demande ne pourrait-on pas employer l'expression de distanciation physique plutôt que celle de distanciation sociale, peut-être pour Frédéric. Réagir à ça, moi je suis aussi partisan du terme de distanciation physique parce que les gestes barrières, le masque, c'est effectivement des mesures physiques pour arrêter la propagation du virus. Le social, dans la tradition française, c'est justement toute la chaleur des relations humaines qui favorise la propagation du virus. Et tout le problème, c'est justement comment on fait pour continuer à faire du social alors que on est tous maintenant à distance derrière des écrans d'ordinateur ou à 1 mètre de notre boulanger quand on lui achète du pain. Alors, je voudrais quand même profiter de la question sur la distanciation sociale pour revenir sur la question de l'arrêt d'économie, qui est effectivement le problème central. J'étais très intéressé par la métaphore de Keynes, où on a changé de conducteur. Le conducteur n'est plus l'économiste, mais l'épidémiologiste, et puis l'économiste maintenant se met à côté pour juste vérifier qu'on ne prend pas un virage de façon trop rapide. Finalement, si l'arrêt de l'économie apparaît comme une mesure tout à fait nouvelle en France, dans l'histoire récente de la gestion des épidémies, c'est pas nouveau parce que c'est ce qui a déjà été appliqué à Hong Kong au moment de la crise du SRAS, et en fait à l'ensemble de la Chine, mais Hong Kong a été particulièrement impacté parce que Hong Kong, c'est une économie hyper libérale, et si la crise du SRAS avait continué pendant quelques mois, Hong Kong aurait été vraiment rayé de la carte économique et même politique, puisque Pékin ne rêvait que de ça. Et puis, en Afrique centrale, où il y a des virus Ebola depuis 1976, on arrête l'économie dès qu'il y a un virus dangereux qui risque de se transmettre au reste du monde. Et on a vu ce qui se passe quand les mesures économiques qu'on impose à l'Afrique centrale, bon, on dit ça coûte pas très cher parce que l'Afrique centrale, il suffit de contrôler quelques mines de diamants pour que les gouvernements corrompus continuent à fonctionner. Mais quand le virus Ebola se transmet en Afrique de l'Ouest, là, ça commence à poser davantage de problèmes. Alors, il se trouve que le Nigeria et le Sénégal ont été préservés de l'épidémie d'Ebola récemment, mais si ça avait flambé dans toute l'Afrique de l'Ouest, on aurait eu aussi peur qu'on a peur actuellement pour le Covid en Afrique, qui pour l'instant se passe bien. Alors, juste pour finir là-dessus, ça nous apparaissait très loin quand ça c'était à Hong Kong ou à Kinshasa. Et puis tout à coup, ces mesures, eh bien, il faut les prendre à Milan, à Paris, à Madrid. Et là, on est un peu embarrassé parce qu'on pensait que les maladies infectieuses, c'était pour les tropiques justement. C'est vraiment Lévi-Strauss avec les tristes tropiques. Et tout à coup, les tristes tropiques sont à nos portes. Donc ça, c'est vraiment la leçon de la mondialisation. Il n'y a plus la différence entre les sociétés primitives tropicales auxquelles on peut imposer des mesures extrêmement coûteuses, et puis nos sociétés complexes sur lesquelles il faudrait doser extrêmement savamment pour prendre les mesures adaptées. Non, là, on est tous dans le même bateau. On s'impose tous l'arrêt de l'économie pour gérer la pandémie de Covid. Et donc, ce qui est intéressant pour moi en tant qu'anthropologue, c'est que du coup, les médecins qui ont géré l'épidémie d'Ebola se retrouvent conseillers du président de la République en France. On a quand même vu sur les rites funéraires des mesures extrêmement coûteuses du point de vue symbolique qui viennent directement des conseils des médecins qui géraient Ebola en Afrique, et puis les mesures économiques qui ont été prises à Hong Kong en 2003, et les mesures sanitaires
s'impose maintenant en Europe. Et donc l'Afrique et l'Asie ont une longueur d'avance sur l'Europe et les États-Unis dans la gestion de ces maladies infectieuses. Bien, merci pour les questions, merci pour les réponses. On va passer à la dernière question générale pour les trois intervenants. La pandémie de Covid a généré une crise de dimension multiple dont la gestion appelle à prendre en compte l'ensemble des conséquences, à la fois sanitaires, sociales, économiques, éventuellement environnementales, etc. Comment toutes ces dimensions peuvent-elles être intégrées dans toute leur complexité par les décideurs? Quels sont les outils les plus à même d'intégrer l'interdisciplinarité et le caractère systémique de cette crise? Pour essayer de rompre l'ordre qu'on avait depuis le début, je pense à donner la parole à M. Tabot. Je suis pas sûr qu'en fait cette crise ouvre tant que ça des demandes de pluridisciplinarité ou d'intégration de tous les éléments. Parce que il y a ce moment particulier de la crise où tout le monde se rencontre et où les préoccupations prophylactiques, sanitaires, les questions des comportements sociaux, comme vient de leur dire Frédéric, sur simplement quelque chose comme les rites funéraires, et donc qui font partie de cette panoplie des instruments qu'on déploie à ce moment-là et qui ont une violence symbolique extrêmement forte et qui se rajoutent à tout un contexte finalement assez répressif. Mais tout ça constitue une espèce de parenthèse dans l'espèce de nos sociétés. Et ensuite, on va entrer dans un retour à la normale ou à la presque normale, dans lequel, à nouveau, à mon avis, les préoccupations vont se dissocier, diverger. C'est peut-être malheureux, mais il y a quand même des raisons assez importantes par ça, parce que on va revenir à des préoccupations plus habituelles. Dès qu'on va sortir de la crise sanitaire, on va être confronté à des questions qui sont vraiment celles de la crise économique. Et là, l'économiste va revenir derrière le volant, parce que la question qu'on va lui poser, c'est est-ce qu'on fait une relance? Est-ce qu'on fait une relance dans tel secteur? Comment on relance le tourisme, l'automobile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des primes à la casse ou pas des primes à la casse? Et là, l'anthropologie, elle va être très très loin. En tout cas, elle va être vraiment en tâche, et l'épidémiologie aussi, parce que on n'aura plus de préoccupations épidémiologiques. Et même d'une certaine façon, on a très envie de passer ce moment-là, c'est-à-dire de se dire, oui, on a mis derrière cette crise sanitaire. Ensuite, on peut avoir de réintégrer dans nos préoccupations économiques, et en particulier dans celle de soutenabilité, tous ces éléments-là. Mais là, on touche à des complexités. Enfin, on entend, on n'a pas complètement répondu sur la question du cinéma noir, mais on entend souvent des réflexions autour de... il y avait dans cette crise beaucoup d'éléments qui n'étaient pas préparés. Mais en fait, beaucoup de choses ne sont pas préparées parce que beaucoup de choses sont extrêmement complexes dans le sens très précis et spécifique du terme. C'est-à-dire au sens où on ne peut pas construire un modèle dont toutes ces interactions seraient représentées et qui nous permettrait d'identifier comme ça, de prévoir toutes ces situations exceptionnelles qui peuvent se produire. En fait, notre connaissance du réel, elle se fait par l'expérience et c'est de ces situations qu'on développe ensuite un certain nombre d'outils, un certain nombre de quantifications, un certain nombre de questions et préoccupations, mais on n'anticipe pas les crises. Et malheureusement, on pourra se préparer aux prochaines crises sanitaires, mais il y a de fortes chances que si on se prépare aux prochaines crises sanitaires, on le fasse comme on se préparait dans l'état-major français pour la Deuxième Guerre mondiale, à partir de ce qui s'était passé à la première, et avec une inertie, un manque d'imagination qui fera que, de toute façon, on n'anticipera pas la prochaine crise sanitaire dans ses spécificités et qu'on sera débordé, et encore plus débordé parce qu'on aura pensé pouvoir se préparer. Donc, moyen sur les stocks de masques, par exemple, ces stocks de masques ne serviront à rien parce qu'en fait, ils ne seront pas un élément prophylactique nécessaire. Donc, voilà, se préparer à ces choses-là, disons, c'est presque impossible. Il y a une dimension d'incertitude. Il y a une articulation à faire entre les pompiers et les architectes, mais c'est pas toujours les architectes qui prennent le monde et qui l'aident à fonctionner. Il y a parfois aussi, il faut accepter que parfois on est dans une situation d'urgence et que c'est le pompier qui intervient et qui intervient brutalement, maladroitement, avec tout un tas de conséquences négatives associées aux solutions qu'il propose. Mais
qui sont en fait la meilleure réponse possible à une incertitude qu'on ne peut pas, avec tous les efforts du monde et avec toute l'interdisciplinarité qu'on peut souhaiter, et avec toutes les meilleures intentions, qu'on ne peut pas prédigérer. Voilà. Donc, la solidité des institutions, elle n'est pas d'avoir prévu, elle est d'être capable de résister pendant les crises. Et de résister de façon cohérente et sans bafouer trop de principes au passage. Un bon schéma institutionnel, c'est pas nécessairement celui qui a tout prévu. Alors bon, il y a un petit contre-exemple qui est celui que Frédéric évoquait, qui est effectivement le fait que l'Asie avait quand même répété la crise du Covid avec le SARS et s'était préparé un certain nombre de mesures et était probablement beaucoup plus efficace dans leur mise en œuvre, malgré tout, grâce au SARS. Alors ça c'est assez intéressant parce que ce que je dis sur les crises sont difficilement prévisibles et sont toutes spécifiques, c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Il y a des éléments qui, malgré tout, peuvent être mobilisés et sont un peu génériques. Comme par exemple la distanciation sociale ou physique. Enfin, le terme physique est sans doute plus précis que social. La distanciation sociale, ça ne veut pas dire grand-chose. Soit pour la distanciation physique, mais le fait d'être capable d'organiser rapidement la distanciation physique, avec le minimum d'impact sur la distanciation sociale, précisément, est peut-être une des clés du succès en Asie, et peut-être une des choses à partir demain. Nous, on était obligés de tout arrêter pour arriver à la distanciation physique. Mais c'est pas une nécessité, comme ça a été montré dans d'autres pays, et ça peut suffire à interrompre une épidémie. Parce qu'une épidémie, même si c'est toujours différent et que chaque virus est inconnu et qu'on ne connaît pas suffisamment ses modes de transmission et ses modes d'action, ben, malgré tout, il y a quand même des points communs, comme le fait que si jamais on est les autres, probablement l'épidémie a plus de mal à se transmettre. Donc voilà, il faut, enfin là, encore une fois, il faut certainement préparer les choses, il faut renoncer à tout comprendre et à tout prévoir, construire des institutions qui sont capables de résister et de résister en appliquant leurs principes fondamentaux dans les crises. Et après, bon, moi, je suis pas fondamentalement convaincu que l'interdisciplinarité soit la clé nécessaire pour faire tout fonctionner ensemble. Encore une fois, la curiosité des uns envers les disciplines des autres est toujours extrêmement importante, mais les disciplines se construisent malgré tout autour de questions et de méthodes qui font que l'interdisciplinarité peut leur faire perdre une forme de cohérence. Donc voilà, l'enrichissement, il est possible, mais il est possible à la marge, à mon sens. Merci Xavier. On va essayer de faire un peu plus court parce que là on est en train de faire, par rapport au timing, on a un peu dépassé le temps. Une réaction Frédéric Keck. S'il vous plaît. Je veux bien réagir alors de façon courte en citant donc le livre que j'ai écrit qui va paraître demain en librairie. C'est mon moment publicitaire. Dans ce livre, je vous propose un modèle. Alors c'est pas un modèle, c'est un tableau de classification où je distingue 3P et 3S. Alors les 3P, c'est prévention, précaution, préparation. Et j'argumente que ces trois rationalités de l'anticipation du futur qui sont radicalement différentes, puisque la prévention calcule les risques, la précaution maximise les risques et la préparation imagine les catastrophes. Et dans la préparation, je distingue 3 S, c'est les sentinelles, les simulations et le stockage, qui sont donc 3 technologies de préparation en catastrophe. Les sentinelles, c'est des signaux d'alerte précoce. Alors c'est le fameux signe noir, mais ça peut être plus simplement des poulets non vaccinés dans une ferme qui permettent de détecter la grippe aviaire, ou comme on le voit là en ce moment, des chiens entraînés pour sentir le Covid-19. La simulation, c'est des scénarios dans les hôpitaux pour répéter justement la pandémie et préparer le personnel hospitalier. Et le stockage, c'est tous les problèmes qu'on rencontre de gestion des stocks de masques, de vaccins ou d'antiviraux. Et ce que je vous propose, c'est que ces trois technologies étaient déjà là au moment du SRAS. En fait, elles ont une histoire qui vient de la préparation d'une attaque nucléaire aux États-Unis. Donc tout était là déjà dans
écrits des gestionnaires de risque, notamment des milieux militaires américains dès les années 50. Ils se sont appliqués au tournant des années 2000 avec l'intensification d'un attentat bioterroriste et la crise du SRAS qui a confirmé cette anticipation. Et maintenant, ils s'élargissent au reste du monde. Donc voilà, c'est pas un modèle prédictif, c'est un modèle rétrospectif. D'accord, merci beaucoup. Une dernière réaction à ces brèves aussi de Samuel Alison sur ce besoin d'interdisciplinarité. Oui, je pense que le point de Xavier Timbaud est vraiment important. Enfin, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de modèle qui explique tout. Et que moi j'ai coutume de dire qu'en fait quand vous avez une question, il faut construire un modèle spécifique pour répondre à cette question, voire il faudrait construire plusieurs modèles parce que vous pouvez aborder une même question par différents axes, par différentes disciplines, par différentes techniques. Et aujourd'hui on le voit en fait, les questions elles sont innombrables, on voit un peu sur le chat quel est l'effet de la température, quel est les liens avec l'économie, etc., etc. Et donc bah oui, on voudrait pouvoir explorer ces questions et plus généralement c'est vrai qu'on peut pas se préparer à toutes les crises. Mais c'est sûr qu'un des atouts de la modélisation, c'est qu'elle permet d'explorer différentes options de manière assez rapide et peu coûteuse, plutôt que de les implémenter d'abord sur le terrain et de voir ensuite ce qui se passe après. Enfin, c'est un peu le cas aujourd'hui. On a tout coupé et puis maintenant on relâche certaines choses au fur et à mesure en espérant que l'épidémie restera sous contrôle. Et là, c'est une des choses où en France, on n'est vraiment pas en avance sur tout ce qui est tout ce qui est la modélisation. On pourra en reparler, mais par rapport à l'Angleterre notamment. Enfin, qu'une équipe comme nous, où on travaille plutôt normalement en écologie, en évolution, on se retrouve à faire des modèles qui quasiment sont utilisés pour la prise de décision, ça dit qu'il y a vraiment un manque sur ça en France. Donc voilà. Si on vient de finir ce premier axe, de passer beaucoup de temps, je passe directement la parole à Mathilde, qui va vous interroger sur d'autres questions. Bonjour à tous, merci. Donc en effet, on va passer à ce deuxième axe de notre conférence qui a pour but de prendre un peu de recul par rapport à la crise du Covid-19 pour interroger plus largement la capacité des modèles à mieux anticiper les risques et pour mieux se prémunir contre eux. Alors, on entend de plus en plus que les épidémies, et particulièrement les zoonoses, ont un lien étroit avec l'érosion de la biodiversité et le changement climatique, ce qui pose la question de la capacité des modèles à prendre en compte ces interactions et donc à prendre en compte de nouvelles formes d'incertitude. Samuel Alison, vous travaillez particulièrement sur l'écologie évolutive des parasites. Voyez-vous donc un lien entre pression environnementale et développement de nouvelles maladies? Vous nous avez dit qu'on était capable de prédire le développement de nouvelles maladies, mais en connaissant suffisamment les causes qui peuvent être plus ou moins directes d'ailleurs, donc comme le changement climatique, les relations humain-nature ou encore la désertification. Et donc si on ne peut pas prévoir parfaitement, peut-on au moins fournir des indications sur les moyens de limiter les impacts de ces épidémies? Oui, donc c'est vrai que là, la plupart des maladies infectieuses qu'on connaît chez l'homme, on connaît leur origine zoonotique, c'est-à-dire qu'elles nous ont été transmises par les animaux. Et le cas du SARS-CoV-2 et du Covid-19 est un exemple. Alors c'est vrai qu'un exemple de cette ampleur-là, c'est-à-dire une zoonose qui passe chez l'homme si récemment, il faut remonter un petit peu au VIH ou à cette épidémie-là. Donc là, on a quelque chose de vraiment de rarement documenté avec cette ampleur-là, une épidémie qui se propage aussi vite au niveau mondial, où toute la population est sensible. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène d'émergence évolutive, dans le sens où ça va mettre en jeu l'adaptation à différents hôtes. Là, on pense que l'hôte réservoir du virus du SARS-CoV-2, c'est la chauve-souris. Et donc, ça met aussi en jeu la diversité génétique des virus. Évidemment, c'est un processus aléatoire, hein, donc on va toujours travailler avec des probabilités, mais
connaît certains phénomènes qui vont augmenter les risques de ces zoonoses et potentiellement de pandémies, comme on l'a vu. D'une manière assez intuitive, il y a tout ce qui est les contacts entre les populations humaines et la faune sauvage. Donc ça, tout ce qui va être l'urbanisation, la déforestation, tout ce qui va mettre de plus en plus en contact les populations avec les animaux. Alors, ça peut aussi être via les animaux domestiques et les élevages, j'y reviendrai. Mais en gros, tout ce qui augmente les contacts entre les populations humaines favorise l'émergence de ces zoonoses. Au niveau pandémique, évidemment, se rajoute la dimension des échanges internationaux. Plus une région est isolée, plus c'est faisable de contrôler une flambée épidémique. Et enfin, en tant que tel, l'effet de la biodiversité est assez intéressant dans ce contexte. En fait, nous, on travaille souvent en se plaçant du point de vue du parasite, en se plaçant du point de vue du virus. Si vous êtes un virus et que vous infectez un autre, en fait, dans la population humaine, chaque personne est différente, que ce soit par l'âge, par le sexe, par les habitudes, évidemment par le système immunitaire. Donc un virus qui m'infecte moi, quand il va se transmettre, si j'infecte une autre personne, potentiellement le virus doit tout recommencer parce que c'est un nouvel hôte qui doit infecter. Et d'une certaine manière, la biodiversité, donc la diversité génétique, complique la tâche des virus dans le sens où chaque nouvelle infection est un nouveau défi. En l'absence de cette biodiversité, et pour prendre un cas extrême, par exemple, les situations d'élevage intensif, si vous prenez les élevages de poulets, par exemple, vous avez une homogénéité génétique qui est extrêmement forte. Vous avez quasiment un clone en fait d'individus. Ils sont tous très homogènes au niveau génétique. Un virus qui parvient à infecter un de ces animaux, en gros, peut infecter tous les autres. C'est un peu open bar. Et du coup, cette baisse de diversité, finalement, facilite les zoonoses un peu en servant de marchepied, finalement, pour passer d'une population à une autre. Et pour continuer sur le cas des zoonoses et des poulets ou des canards, on sait par exemple que le virus de la grippe aviaire peut être quasiment asymptomatique chez certains canards sauvages. Dans les populations de canards sauvages, vous avez une diversité génétique bien plus forte que chez les canards d'élevage. Et là, dans les canards d'élevage, on va avoir des souches de virus de la grippe aviaire qui vont pouvoir être hyper virulentes. Donc, en résumé, en fait, la biodiversité complique l'adaptation des virus aux nouvelles populations et d'une certaine manière, ce qui va limiter cette diversité et ce qui va augmenter les échanges, c'est des facteurs dont on sait qui favorisent l'émergence des zoonoses. On le voit aujourd'hui chez l'homme pour le SARS-CoV-2, mais ça a été documenté pour d'autres maladies animales ou végétales même. Et juste pour dire que ces théories en fait peuvent s'appliquer de manière plus générale. Si vous pensez par exemple au cas de l'antibiorésistance, vous allez aussi pouvoir étudier, vous pouvez voir l'antibiorésistance un peu aussi comme un processus d'émergence évolutive. Vous avez des souches bactériennes qui vont être porteuses de gènes de résistance, qui vont être antibiorésistantes et qui peuvent se propager, donc envahir une population. Et là, vous allez retrouver ces problématiques avec, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir des grands hôpitaux avec des services qui communiquent ou au contraire des services séparés ou des petits hôpitaux. Et là, vous allez un peu retomber sur ces problématiques d'émergence de nouvelles épidémies. Donc voilà. Et peut-être pour conclure ce point-là, ça reste des phénomènes aléatoires. Après, on peut déterminer quel processus augmente les risques. Ça reste comme toujours, comme la modélisation ou l'analyse. Après, c'est pas question que ça prenne le pas, en aucun cas, les modèles ne doivent être ce qui conduit à la décision, mais c'est clair que ça conduit à s'interroger finalement sur les choix de société et à réfléchir en conséquence de ça. Merci beaucoup. Ça fait du coup assez naturellement le lien avec Frédéric, puisque vous travaillez depuis longtemps sur les risques alimentaires et des catastrophes sanitaires qui sont de plus en plus portées par nos interdépendances et par la mondialisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos travaux en Asie? Comment peut-on mieux prendre en compte les interactions humain-nature et donc comment mieux intégrer des sciences sociales dans la planification et dans la quantification des risques? Mon travail en tant qu'anthropologue, comme je disais au début, c'est d'aller voir les gens et de leur parler.
Et si en plus les gens ils ont des animaux autour d'eux, c'est encore plus rigolo. Donc, par exemple, effectivement, moi je pars de ces modèles de circulation du virus des canards aux poulets jusqu'aux humains en passant par les porcs, et je vais dans les fermes à Hong Kong, en Chine, je vais dans les marchés. Alors je fais pas des questionnaires quantitatifs, hein, je fais pas de l'évaluation de comportement, je cherche pas à savoir si les gens se lavent les mains ou se nettoient les bottes. J'essaie de comprendre quel est leur rapport avec les poulets qu'ils élèvent, qu'ils abattent, et comment les mesures de biosécurité transforment leur comportement et leur perception de ces animaux. Alors c'est pour ça que moi je ferai une distinction par rapport à ce qui vient d'être dit entre les modèles et les diagrammes, parce que quand on représente ces chaînes de transmission des virus, effectivement, la mesure qui semble s'imposer pour un décideur, quand on voit que la grippe se transmet des canards qui sont asymptomatiques vers les poulets qui sont génétiquement homogènes, donc très grand facteur d'amplification, vers les humains qui eux-mêmes sont très nombreux et très fragiles face à des virus de grippe aviaire. Bon, c'est la même chose avec les chauves-souris, les pangolins, tous les animaux que vous pouvez imaginer dans la médecine chinoise traditionnelle, et puis les humains qui vont de Wuhan à Milan et Paris. Alors, bon, si vous présentez ce modèle à un décideur, lui, ce qu'il va décider, le plus simple, c'est de couper la chaîne. Donc, c'est d'abattre les volailles, d'arrêter le commerce de pangolins, de ramener les chauves-souris chez elles. Vous voyez. Bon, alors, moi, ce que je fais en tant qu'anthropologue, c'est de dire que si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir des marchands de volailles à Hong Kong ou des marchands de... Alors, les pangolins, j'ai rien pour le trafic des pangolins, ça a l'air d'être un trafic horrible qu'il faut absolument réguler. Mais à Wuhan, les marchés aux animaux, vous y vendez des poulets et des poissons que les consommateurs ne peuvent pas trouver dans les supermarchés parce que ils pensent que le poulet en supermarché c'est pas sécure. Donc si vous fermez les marchés aux animaux à Wuhan, bah, vous avez toute une partie de la population qui va acheter des animaux en contrebande et ça va être encore pire. Donc voilà, moi c'est ma contribution en tant qu'anthropologue, c'est de montrer que dans cette chaîne de transmission, ce qui semble extrêmement simple, c'est-à-dire de couper la chaîne, en fait est complexe parce que vous avez des comportements, des perceptions, des mémoires, y compris d'ailleurs des pratiques culturelles tout à fait bizarres. En Chine, vous avez des bouddhistes qui vont acheter des animaux pour les relâcher parce qu'ils pensent que ça augmente leur potentiel de vie future, ce qu'ils appellent des mérites. Du coup, c'est très compliqué à encadrer parce que il faut expliquer aux bouddhistes que si vous relâchez des pangolins ou des volailles ou des moineaux, vous augmentez le risque de transmission de la grippe aviaire. Voilà, donc c'est ce genre de choses dont je m'occupe. Alors c'est des causalités extrêmement complexes parce que vous rajoutez sur les chaînes de transmission écologique qui sont déjà très complexes des représentations, des traditions, etc. Merci beaucoup. Xavier Timbaud, on reproche souvent au modèle d'analyser les crises comme des chocs exogènes et de ne pas prendre assez en compte les conséquences de ces chocs sur l'économie. Une partie de l'explication vient peut-être du fait que les modèles sont trop linéaires et ne prennent pas assez en compte des éléments non économiques, donc comme par exemple les contraintes environnementales, les comportements sociaux ou encore même les mécanismes financiers. Du coup, alors, vous avez parlé bien sûr de la grande complexité des modèles, mais peut-on intégrer ces nouvelles dimensions dans les modèles? Par exemple, comment peut-on prendre en compte le principe de précaution dans les modèles d'optimisation? Et en fait, pour ça, peut-on se nourrir des expériences d'autres disciplines? Oui, c'est une question assez intéressante. Alors, je vais utiliser un autre exemple pour essayer de vous illustrer ce que j'en pense, parce que la conclusion à laquelle on arrive, elle est à la fois sur la question de l'interdisciplinarité
et sur la question des discussions et des échanges entre les disciplines et de la hiérarchie qu'il faut établir ou pas entre ces disciplines. Alors, il y a quelques années, quand on réfléchissait au climat, Nordos, par exemple, en est un exemple, il a eu le prix Nobel pour ça, on cherchait à réfléchir au climat en termes de trajectoire climatique optimale, c'est-à-dire celle qui va équilibrer d'un côté un âge climatique avec une fonction de perte qui quantifie de façon monétaire les conséquences du changement climatique, donc qui suppose qu'on est capable d'anticiper à la fois les conséquences du changement climatique, mais aussi de les quantifier, ce qui est pas la moitié d'un défi. Et puis de dire de l'autre côté, il y a quand même un inconvénient à limiter le changement climatique, qui est que ça nous coûte, qu'on va le faire avec une technologie qui demain sera peut-être plus facile à mettre en œuvre pour réduire les émissions. Donc on peut avoir intérêt à décaler dans le temps la réponse qu'on apporte, parce que ça coûterait cher aujourd'hui de réduire nos émissions, que ça coûtera moins cher demain, et que finalement le fait d'avoir un peu plus d'émissions, donc un peu plus de dommages, est peut-être, une fois qu'on l'a quantifié, moins grave que ce qu'on pourrait penser. Et donc ça débouche sur en fait deux impasses qui sont l'une que très rapidement on est confronté à la complexité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de tout prévoir et de tout intégrer dans une même vision, ce qui peut être complexe. Derrière cette impasse, il y a d'ailleurs l'impasse de la multidisciplinarité, parce qu'en fait, quand on essaye de faire des choses qui mélangent plusieurs disciplines, on peut arriver à faire des choses qui sont de la mauvaise modélisation, en fait, parce que cette complexité va supposer des compromis, va supposer des simplifications, et les simplifications peuvent détruire un certain nombre d'aspects qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Et puis la deuxième impasse à laquelle ça conduit, c'est que ça conduit à une forme d'impérialisme. C'est-à-dire que on est dans la situation, c'est typiquement ce que Nordos fait, de dire, ok, moi je suis capable d'intégrer tous les problèmes et de vous en proposer une solution qui va les harmoniser, et qui va les hiérarchiser selon une échelle de valeur que je vais vous proposer, fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui sont les miennes. Et cet impérialisme, en fait, sous couvert même d'une forme de pluridisciplinarité en quelque sorte, fait que ça n'est jamais que avancée masquée pour déguiser le fait qu'une science va en avaler d'autres. Enfin, une approche scientifique va en avaler d'autres, là en l'occurrence l'économie qui avalerait le climat. La façon dont on traite aujourd'hui la question climatique, elle est radicalement différente. Elle consiste à dire, on a une appréciation du risque climatique qui est faite par des climatologues, qui éventuellement est d'ailleurs issue d'un processus international complexe. Donc c'est pas que de la climatologie, il y a aussi un peu de géopolitique et un peu de prise en compte du point de vue des autres, des habitants d'une petite île qui risque d'être submergée, par exemple. Et ça nous définit une contrainte. Et ensuite, une fois qu'on a défini cette contrainte, on va faire, par exemple, de l'économie qui va consister à trouver le moyen le moins coûteux de respecter cette contrainte. Mais on ne discute plus la contrainte. Et là, on n'a pas quelque chose qui est interdisciplinaire, au sens où on ne cherche pas à limiter les sciences. Mais par contre, on voit que, à aucun moment, on a une perspective. Si je chercherais à dire, je vais tout dans le langage d'une discipline et je vais accepter que vienne de l'extérieur de ma discipline. Merci. On repart sur les questions des internautes. Alors, une double question que je vais adresser aux trois intervenants. Une première qui est une question d'Alexandra et une seconde qui est une agrégation en fait, de différentes questions qui ont été posées et qui vont dans le même sens et qui complètent la première. Donc, la question d'Alexandra, quand on voit la gestion de la crise sanitaire, que penser de notre capacité à anticiper et se préparer sur le long terme face aux conséquences notamment du dérèglement climatique. Et en complément, donc, un certain nombre de questions vont dans le sens de savoir quels moyens mettre en œuvre et comment ou dans quoi investir pour se prémunir de telles crises et d'être plus agile en fait dans la gestion de crise en général. Frédéric Keck, pour commencer. Non, mais la question des modèles climatiques est très intéressante parce qu'on voit qu'on a maintenant un consensus sur le réchauffement climatique, à part quelques climato-sceptiques que nous méprisons. Mais on sait que pendant longtemps, les spécialistes du réchauffement climatique étaient eux-mêmes en désaccord entre eux, tout simplement parce que entre un climatologue et un géologue, on n'avait pas la même façon de modéliser justement
les facteurs de réchauffement anthropique du climat. Et moi, ce que j'ai observé, c'est un peu la même chose entre les virologues et les épidémiologistes. Alors, je ne veux pas du tout durcir, bien sûr, cette opposition, parce que selon les affinités en tel lieu, à Hong Kong ou à Montpellier, par exemple, ils vont travailler ensemble ou au contraire se disputer. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'ils ont quand même des modèles assez différents entre des épidémiologistes qui vont effectivement modéliser le cours d'une épidémie avec des R0, etc. Et puis des virologues qui, eux, vont plutôt faire ces schémas d'émergence de virus à partir de populations animales, par exemple. Et j'ai l'impression que les virologues ont plutôt l'idée, justement, de favoriser ces signaux d'alerte précoce pour arrêter les épidémies avant qu'elles deviennent des pandémies, donc dans leurs réservoirs animaux, alors que les épidémiologistes ont effectivement plus en charge cette propagation de l'épidémie au niveau de la population humaine. Voilà, c'est une observation que je fais, et je pense que sur cette question de l'interdisciplinarité, bien sûr que à l'issue de cette conférence, on va pas se mettre à faire un modèle commun entre économistes, épidémiologistes et anthropologues. J'ai pas du tout cette prétention. Je pense qu'il faut que chacun continue à travailler avec les outils dans lesquels il a été formé. Mais ce que j'observe, c'est que justement, quand les gouvernants demandent à telle ou telle profession d'experts de leur fournir un modèle prédictif, et ben en fait, ces professions d'experts sont déjà elles-mêmes divisées et souvent les gens qui nous gouvernent l'ignorent. Donc moi, mon rôle en tant qu'anthropologue, c'est justement de faire valoir ces différences parce qu'elles impliquent des relations différentes avec, disons, l'environnement. C'est question de des actions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de crise. Disons que c'est vrai que les réponses ont déjà été beaucoup mentionnées et je pense qu'un des points importants à rappeler, c'est qu'il y a avant tout une dimension politique à tout cela. On a parlé justement des décideurs qui demandent des modèles, mais les modèles sont bien entendu la question. Les modèles sont pas tellement sollicités non plus. Et ne serait-ce que pour prendre l'exemple de la crise actuelle, en fait, si vous regardez le suivi temporel de l'épidémie de Covid-19, le signal d'alarme a été tiré relativement rapidement en Chine. L'OMS, le 31 janvier, je crois, déclare le risque pandémique. C'est juste que les gouvernements en Europe, aux États-Unis, n'y ont pas cru tant qu'il n'y avait pas de nombreux décès en Italie. Si vous regardez, on a publié une note récemment sur le site de l'équipe sur la stochasticité. Vous verrez sur la première figure qu'à partir du 27-28 février, le nombre de nouveaux cas augmentait chaque jour en France. Donc là, dès début mars, c'était évident que ça décollait, d'autant plus qu'on dépistait relativement peu. Pourtant, la réponse, elle est... Bon, le confinement, ça a été mis en place au 17 mars, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un défaut des modèles, c'est aussi toute une culture de demander de l'expertise, d'écouter cette expertise. Et pour prendre un comparatif, par exemple, en Angleterre, ils ont un peu le problème inverse, où ils ont énormément d'experts, malheureux, ils ne sont pas du tout écoutés, mais eux, ils ont mis en place des cellules justement pour ces risques épidémiques, avec une cellule, avec plusieurs modélisateurs, parce que ce point-là était très important aussi, c'est-à-dire que pour une même question, vous pourrez avoir différentes réponses en fonction des techniques utilisées, des champs disciplinaires, des modèles plutôt qualitatifs, plutôt quantitatifs. Et c'est pour ça que c'est important, si la question est un enjeu global, de solliciter différentes expertises pour pouvoir confronter ces points de vue. C'est vraiment tout l'enjeu de la modélisation, c'est pour dépasser les arguments d'autorité qui sont non, il n'y aura pas de deuxième vague parce que je sais, parce qu'on n'a jamais vu ça, qui sont des choses entièrement d'autorité, et c'est vraiment tout l'enjeu de la modélisation et d'avoir des approches diverses. Et donc oui, en Angleterre, par exemple, ils ont mis en place ce panel, alors c'est plus sur la modélisation, mais dont le responsable parle directement, en gros, au cabinet du ministre, pour éviter justement qu'il y ait 40 intermédiaires qui aient chacun donné leur interprétation des résultats. Donc voilà. Il faut une diversité des expertises, il faut que cette expertise soit sollicitée et il faut qu'elle soit écoutée aussi. Alors, malheureusement, en plus, c'était la dernière question. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour cette discussion vraiment passionnante que nous avons eue. Merci aussi beaucoup à tous les internautes. Nous n'avons malheureusement pas pu prendre toutes les questions.
Merci beaucoup. La prochaine séance du cycle soutenabilité aura lieu le 19 juin prochain et questionnera le rôle de la comptabilité pour prendre en compte l'enjeu de soutenabilité. Et enfin, donc, si vous êtes toujours intéressé par les modèles, donc, comme l'a rappelé Gilles en introduction, vous trouverez au cours du mois de juin un tas de podcasts et d'entretiens sur le sujet, sur le type de stratégie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.